la gestion des risques et donc en sous-titre l'analyse des risques, outils de dialogue et de réduction des coûts. Je reviendrai sur les détails, mais je rappelle qu'il est demandé de fermer les micros, sauf lorsque vous demandez à intervenir, éventuellement de fermer aussi les caméras, ce qui permet d'améliorer la bande passante. Donc, je vous propose d'ouvrir ce séminaire avec la session numéro 1, accueil, introduction. Et donc, j'ai le plaisir de passer la parole à Monsieur Omar Fritz Eriksson, le doyen de l'Académie mondiale de l'AISM et secrétaire général adjoint de l'AISM. Omar, vous avez la parole. Okay, thank you, Jacques. Bonjour, je m'appelle Omar Eriksson. I will try in French. Doyen de l'Académie mondiale de l'AISM et secrétaire général adjoint de l'AISM. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue pour le 16e webinaire Points cardinaux en langue France sur le thème plein feu sur les atouts de la gestion de risque, l'analyse de risque, outils de dialogue et de réduction de coûts. J'espère que la pandémie de COVID-19 ne vous a pas touché, vous projets. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire qui est ouvert à tous. J'espère que vous appréciez le webinaire autant que moi. Now, j'ai passé la parole à secrétaire général de l'AISM, Francis Zachariae. Did you know that, Jacques? Yes. Okay. Francis, you have the floor. Merci Omar. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous donner une mise à jour sur le projet de transformation de l'AISM d'une organisation non gouvernementale d'une organisation intergouvernementale. Comme vous le savez, depuis 60 ans maintenant, notre principal objectif est de veiller à ce que le mouvement de navires soit sûr, économique et efficace par l'amélioration et l'harmonisation des aides à la navigation maritime mondiale pour le bénéfice de la communauté maritime et la protection de l'environnement. Devenir une organisation intergouvernementale renforcera notre capacité à atteindre nos objectifs. Cette transformation de l'AISM est sur le point d'aboutir dans un proche avenir, car la convention est déjà signée par la France, les Pays-Bas, Singapour, Malaisie et la Norvège. Avec ces 5 signatures de la convention, le temps est venu de nous fixer comme priorité absolue l'obtention de 30 ratifications nécessaires à son entrée en vigueur. Je suis fermement convaincu que le plus cette entrée en vigueur sera rapide, plus l'attractivité de la Convention sera forte pour les États qui n'ont pas encore commencé le processus de signature et ratification. En outre, j'espère que la prise de connaissance de l'importance de l'avenir de devenir État partie à la nouvelle Convention grandira à mesure que les activités de renforcement de capacité et de formation de l'Académie mondiale continueront de se développer dans les différentes régions du monde. Pour que la S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez bien fermer les micros? Je pense nous entendre des bruits divers. Merci de ne pas interrompre les auditeurs, les participants. Francis. Merci, Jacques. Pour que la création de l'organisation internationale devienne une réalité, il faut un véritable engagement de la part des gouvernements.
Leur signature est nécessaire pour lancer le processus de ratification nationale et nous devons encourager ensemble chaque État membre des Nations Unies à signer la Convention. À titre personnel, je crois fermement que rien ne pourra empêcher l'adoption de la Convention pour le plus grand nombre à travers le monde dans une proche avenir. Les dispositions transitoires qui l'appliqueront dès l'entrée en vigueur de la Convention garantiront la poursuite sans interruption des activités de différents organes de l'AISM et la poursuite des travaux techniques des comités. En d'autres termes, nous maintiendrons le même niveau de responsabilité et d'engagement envers la communauté maritime pour l'assurer les développements, l'amélioration et l'harmonisation mondiale des aides maritimes à la navigation. À cet égard, je souhaite souligner l'importance de réaffirmer dans nos échanges et nos travaux avec l'ensemble des acteurs du secteur maritime que le nouveau statut d'organisation internationale ne changera en rien le caractère consultatif, technique et à but non lucratif de l'AISM. De la même manière, l'objectif principal de l'AISM restera strictement le même, mais sera considérablement renforcé par le statut d'organisation intergouvernementale. Ce sont les connaissances et l'expertise de tous les membres, ainsi que leur volonté de partager de l'information et de l'expérience qui garantiront pour l'avenir la pertinence de travaux techniques et la renommée mondiale de l'AISM. J'espère pouvoir compter sur votre coopération pour que votre pays signe la Convention le plus rapidement possible. Merci beaucoup pour votre attention et retour à vous, Jacques. Et bonjour, Monsieur le Ministre. Merci, Francis. Merci au secrétaire général de l'AISM pour ces quelques mots. Après cette présentation, je voudrais introduire quelques éléments à propos de la manière dont nous allons travailler. Je suis Jacques Manchard, conseiller auprès de l'AISM, chargé en particulier du renforcement des capacités de formation. Vous avez sans doute pu consulter le programme du webinaire sur le site internet de l'AISM et j'aurai le plaisir d'introduire chacun des 4 intervenants. Quelques rappels méthodologiques si vous le voulez bien. Ce webinaire est organisé sur la plateforme Teams. Si vous ne l'avez pas déjà fait lors de votre inscription sur Teams, merci d'indiquer vos noms, prénoms, organismes, fonctions et de penser à enregistrer votre photographie. Comme je l'ai déjà demandé, merci de bien vouloir désactiver votre micro et votre caméra pour éviter tout bruit intempestif et améliorer la qualité de votre connexion. Merci également de les activer seulement lorsqu'on vous donne la parole et de veiller à le désactiver à la fin de votre intervention. Et merci d'utiliser le forum de discussion, nous y reviendrons. Je pense maintenant que je vous demande d'accueillir le docteur Abdelkader Amara, ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau du Royaume du Maroc, pour l'allocution d'ouverture du webinaire. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Monsieur le doyen de l'Académie mondiale de l'Association internationale de signalisation maritime, mesdames et messieurs les directeurs généraux et directeurs centraux, mesdames et messieurs les participants au webinaire, représentants des pays frères et amis, honorable assistance. C'est avec un grand plaisir que j'assiste avec vous aujourd'hui à l'ouverture de ce webinaire pour le renforcement des capacités dans le domaine des aides à la navigation, organisé par l'Académie mondiale de l'Association internationale de signalisation maritime, sous la thématique plein feu sur les atouts de la gestion des risques. Ce webinaire est une occasion de réunir les gestionnaires des aides à la navigation, notamment de l'Afrique francophone, et certainement un moment d'échange, de discussion et de partage des expériences entre les États côtiers autour de cette thématique
qui s'inscrit au cœur de toute activité, en particulier dans le domaine de la sécurité maritime. En effet, la gestion des risques constitue pour les États côtiers une étape primordiale en vue de mettre en place les plans d'action de sécurisation des côtes et des ports, et ce, bien entendu, pour garantir une navigation sûre et durable. Vous n'êtes pas sans savoir, messieurs, dames, qu'avec ces 3500 km de côtes et ces 43 ports, dont 14 ouverts au commerce international, la situation géographique du Royaume du Maroc lui confère indéniablement un grand avantage en matière de compétitivité logistique. Mais bien entendu, lui incombe aussi, en tant qu'État côtier, une lourde responsabilité en matière de sécurité maritime dans les côtes sous sa juridiction, notamment dans la prise en charge des obligations internationales de la Convention SOLAS. Cette convention nous interpelle tous aujourd'hui pour mettre en place un dispositif harmonisé de signalisation maritime capable de protéger les navires se déplaçant au large de nos côtes contre tout accident ou incident de sécurité maritime. Le Royaume du Maroc poursuit ses engagements et ses efforts en vue d'assurer une navigation maritime sûre et durable au large de ses côtes, en fournissant un service d'aide à la navigation d'un niveau de fiabilité aux standards internationaux, grâce aux différents équipements mis en place le long de ses côtes et au sein de ses ports. Le Maroc a mis en place un réseau d'aide à la navigation composé des établissements de signalisation maritime classiques avec 39 phares et plus de 250 feux et bouées installés au niveau des ports, un réseau de VTS portuaires, de balises et stations AIS, géré en étroite collaboration entre les services du ministère et les autorités portuaires, conformément aux standards internationaux en vigueur. En plus de ce réseau, le Maroc dispose dans le détroit de Gibraltar, qui connaît, comme vous le savez, un trafic maritime important, d'un centre de surveillance du trafic maritime, un VTS côtier, qui est opérationnel depuis 2010 et qui assure la surveillance et la sécurité de la navigation conformément aux directives de l'Organisation maritime internationale et en coordination avec le VTS côtier espagnol de Tarifa. Mesdames et messieurs, notre pays, en tant que membre de l'OMI et de l'ASM, conscient des enjeux de la sécurité maritime, a organisé une série d'actions pour le renforcement des capacités dans le domaine de la signalisation maritime, dont le séminaire sur la sécurité de la navigation en Afrique en octobre 2018 et l'atelier sur l'analyse des risques dans le domaine de l'hydrographie et des aides à la navigation en octobre 2019, qui ont connu un franc succès. Avec l'ASM, ont été organisées 2 éditions de la formation des gestionnaires d'aide à la navigation. La première en juillet 2017 à l'Institut de formation portuaire de l'Agence nationale des ports et la deuxième en février 2019 à l'Institut supérieur des études maritimes à Casablanca, avec la participation de plusieurs représentants des pays de l'Afrique francophone. La participation des pays amis d'Afrique s'étend également aux formations académiques diplômantes assurées par l'Institut supérieur des études maritimes. Ainsi, une vingtaine d'étudiants sont accueillis chaque année pour le cycle normal et supérieur de formation diplômante spécialisée de capitaines au long cours et d'officiers mécaniciens reconnus au niveau international. Dans la continuité des efforts du Royaume du Maroc, qui place la coopération Sud-Sud au cœur de sa politique étrangère, nous souhaitons créer un pôle de formation régional dédié au métier de la sécurité maritime, et ce, en partenariat avec l'Académie mondiale de l'ASM, afin de rehausser le niveau d'expertise africaine et promouvoir la collaboration entre les pays. Comme plusieurs pays du monde, le Maroc n'a pas échappé, mesdames et messieurs, à la crise mondiale sanitaire du Covid-19. L'état d'urgence sanitaire a été annoncé depuis le 23 mars. Le Maroc a imposé des mesures réglementaires et sanitaires pour lutter contre la propagation de la pandémie, tout en veillant à la continuité des opérations commerciales au sein des ports. Durant cette période exceptionnelle, les administrations et autorités portuaires à tous les niveaux
n'ont ménagé aucun effort pour assurer la continuité du service d'aide à la navigation, du service VTS côtier, VTS portuaire, en vue de sécuriser les voies navigables. Aujourd'hui, malgré l'impact économique de la crise sanitaire, les secteurs portuaires et maritimes marocains ont montré une résilience globalement satisfaisante. Et à l'aube de la reprise des activités suite à un déconfinement progressif, l'économie marocaine connaît une dynamique intéressante grâce plutôt à un plan national de relance ambitieux qui va nous permettre de retrouver la vigueur de notre économie. Je ne manquerai pas, mesdames et messieurs, de féliciter l'ASM pour le progrès réalisé dans le cadre de son changement de statut, couronné par l'ouverture à la signature de la Convention portant création de l'Organisation internationale des aides à la navigation maritime à Paris le 27 janvier 2021. Nous réitérons le soutien du Royaume du Maroc à cette transformation qui renforcera davantage la sécurité et l'efficacité de la navigation maritime en contribuant à l'amélioration des aides à la navigation. Et je saisis cette occasion pour saluer le rôle primordial que jouent toutes les structures en charge de la sécurité de la navigation maritime ainsi que les actions engagées par les organisations internationales pour assurer l'assistance, l'accompagnement et le renforcement des capacités en faveur des États côtiers africains. Ce webinaire, je suis sûr, qui est animé par les experts de l'Académie mondiale de l'ASM, abordera certainement les outils pratiques et les expériences réussies de gestion des risques et permettra sans nul doute d'enrichir les connaissances techniques et technologiques des participants à travers notamment le partage des outils informatiques émergents en la matière. Le Maroc dispose d'ailleurs d'un système d'information géographique multimodal qui englobe notamment l'infrastructure portuaire et le réseau national des établissements de signalisation maritime et compte l'adopter pour l'évaluation des risques et la prise de décision dans le processus de planification des aides à la navigation. Mesdames et messieurs, je vous souhaite plein succès dans ce webinaire et je vous remercie pour votre attention. Merci. Au nom de l'ensemble des personnes suivant ce webinaire, je voudrais vous remercier, Monsieur le Ministre, pour avoir répondu favorablement à notre proposition d'intervenir en ouverture de notre réunion et pour les propositions d'axes particulièrement importants que vous avez soulignés. Je retiendrai le pôle de formation dédié dans le cadre d'une coopération internationale et le nouveau statut de l'AISM. Compte tenu de vos engagements, vous ne pouvez pas rester connecté pour la suite de la réunion, mais d'autres représentants du Maroc sont là et nous reviendrons vers vous prochainement. Encore une fois, merci, Monsieur le Ministre. Mesdames, Messieurs, je vais maintenant passer la parole à Monsieur Jean-Luc Fontan, officier de la marine marchande pendant 20 ans, qui a rejoint l'autorité nationale compétente française en 2002 comme responsable des affaires nautiques et l'a notamment représenté au sein des comités techniques ANM, ARM de l'AISM. Retiré de l'administration, il est actuellement consultant pour l'Académie. Jean-Luc, merci d'afficher votre présentation qui porte sur l'analyse des risques pour la fourniture des aides à la navigation et en particulier les obligations internationales et la boîte à outils de l'AISM. Tu as la parole, Jean-Luc. Oui, bonjour messieurs, dames. Je vais vous faire un exposé rapide sur l'analyse des risques et les outils utilisés et présentés par l'AISM. Tout d'abord, les obligations internationales. Les États côtiers sont contractants à la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, appelée SOLAS, qui établit les principales obligations internationales relatives à la gestion des risques. La partie qui nous intéresse est le chapitre 5, sécurité de la navigation, et plus particulièrement la règle 12 qui traite des services de trafic maritime, ou VTS, comme on les appelle plus communément, et la règle 13 qui traite de l'installation et l'exploitation des aides à la navigation maritime, ANM ou
Ayton. Les règles 12 et 13, je ne vais pas les lire dans le détail, mais elles s'appuient toutes les deux sur les deux notions de volume de trafic, le degré de risque et l'appréciation de ces deux données. Alors, on a des références, d'abord la circulaire 296 de l'OMI. On peut également s'appuyer sur la norme 1010 de l'AISM qui expose les exigences en matière de planification et de service des aides à la navigation maritime, norme qui elle-même s'appuie sur une recommandation normative, la R1002, et des guides associés qui donnent les détails pratiques relatifs à cette recommandation. Et puis, l'Académie également propose des modèles de cours. Alors, le risque, qu'est-ce que c'est? C'est le facteur de la probabilité de la survenance d'un danger et le risque, c'est-à-dire les conséquences liées à ce danger. Et le danger lui-même, c'est un événement qui peut être source potentielle de dommages, d'atteinte à l'environnement, d'effets nocifs, etc. On va donner quelques détails sur la recommandation R1002 qui recommande l'utilisation dans le cadre de la gestion des risques d'outils de gestion proposés par la ISM qui sont à intégrer dans le processus de prise de décision pour déterminer les solutions d'aide à la navigation maritime. Alors, l'analyse des risques va soutenir le processus de prise de décision en soutenant le dialogue entre les gestionnaires et les parties prenantes, qui peuvent être très nombreuses, par un partage d'informations et une analyse commune. De même, en permettant de réduire les coûts par la mise en œuvre d'outils de gestion des risques qui, au bout du processus, permettront de définir les meilleures solutions, c'est-à-dire les plus efficientes. Les outils de gestion des risques, eh bien, directement, ils servent à différentes étapes du processus, à évaluer le risque théorique dans une zone qui aura été définie, de comparer ce risque théorique avec les niveaux de risque qui sont considérés comme acceptables dans le consensus qui aura été établi, d'identifier les options de contrôle ou de maîtrise des risques pour pouvoir ramener ce risque à un niveau acceptable, et enfin, d'évaluer et de quantifier l'impact sur les niveaux de risque lorsque les options sont mises en œuvre. La boîte à outils de l'AISM pour la gestion des risques est composée de 3 outils. Nous avons l'outil PAUSA, qui est un outil qualitatif qui va permettre d'impliquer un grand nombre de parties prenantes et avec lequel on cherchera des solutions acceptables et économiques pour tout le monde. L'outil IRAP est un outil plus quantitatif qu'on nourrit avec des données AISM recueillies par des stations de base et autres systèmes, et qui est destiné à identifier le nombre annuel moyen des abordages et des échouements qui peuvent survenir dans la zone considérée. Enfin, l'outil CIRA, qui est un outil qualitatif de l'AISM, est une méthode simplifiée d'évaluation des risques et il va vous être présenté dans les diapositives suivantes.
Jacques, ton micro est fermé. Excusez-moi. Je disais donc, merci Jean-Luc pour cette très intéressante première présentation qui met en valeur le cadre juridique international auquel les États côtiers doivent satisfaire et le travail conduit par l'AISM pour leur permettre d'atteindre cet objectif en ce qui concerne l'analyse de risque. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Madame Gaëlle Nassif, ancienne navigante, qui est expert en ingénierie nautique au CEREMA et expert en affaires nautiques pour la Direction des affaires maritimes françaises, membre du comité ARM depuis 6 ans et qui participe activement aux formations AISM pour la France. Gaëlle, merci d'afficher votre présentation qui porte sur également l'analyse des risques pour la fourniture des aides à la navigation en se focalisant sur la méthode CIRA. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter rapidement donc, la méthode d'analyse de risque CIRA. C'est une méthode qui va permettre d'identifier les dangers qui sont présents dans une zone, d'élaborer les scénarios indésirables qui sont liés à ces dangers et de déterminer les actions adaptées permettant de réduire le risque à un niveau acceptable pour les parties prenantes, c'est-à-dire à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, qu'on appelle aussi le niveau ALARP. La méthode CIRA se déroule en 7 étapes. Donc, les 5 premières étapes vont être décrites dans la suite de ce diaporama. Et les étapes 6 et 7 sont en fait la production d'un rapport et la communication des résultats de ce rapport aux décideurs. L'étape numéro 1, c'est le choix de l'espace à analyser, donc selon le besoin que vous avez. L'étape numéro 2 va être de définir dans cet espace différentes zones. Donc ces zones, elles vont être définies en prenant en compte les conditions environnementales, le volume du trafic, le ou les types de trafic dans ces zones et la complexité des routes de navigation et de leur environnement. Gaëlle, désolé, on ne voit plus votre présentation. Tu n'affiches pas la présentation, Gaëlle. Très bien. Je vais revenir. C'est bon. Que vous avez la présentation du coup là? Oui. Voilà. Oui, c'est parfait. Bien sur choisir la route et définir les zones? C'est cela même. Très bien. Bon, ben alors, excusez-moi pour ce petit problème technique. Donc, toujours dans l'étape numéro 2, il va falloir décrire ces zones. Donc, le volume et le type de trafic, les conditions météorologiques, la bathymétrie, les différentes routes et leur géométrie, les aides à la navigation qui sont présentes dans ces zones, si possible, un historique des incidents maritimes. Et il va falloir définir quelles sont les parties prenantes dans ces zones, parties prenantes qui sont un élément très important de l'analyse de risque, puisque ce sont elles qui vont vous permettre donc de mener cette analyse de risque à bien. Pour rappel, les parties prenantes, c'est toute personne, groupe ou organisation qui sont concernées ou qui peuvent être affectées par une décision ou une action en lien avec la mise en place donc, de mesures afin de réduire les risques, des mesures telles que la mise en place des aides à la navigation maritime. Dans la description des zones, il va falloir aussi indiquer quelles sont les mesures de contrôle de risque qui sont déjà existantes. Donc, les aides à la navigation maritime qui sont en place, est-ce qu'il existe des services tels que le pilotage ou le remorquage, la présence de VTS, des réglementations locales ou nationales, des informations de sécurité maritime, des informations météorologiques, hydrographiques. Voilà. L'étape numéro 3, ça va être l'identification des dangers de la zone. Donc, des dangers qui soient naturels, économiques, techniques, humains, opérationnels, liés aux routes de navigation maritime ou liés au multi-usage de la zone. L'étape numéro 4, donc, ça va être l'élaboration des scénarios indésirables qui sont liés à ces dangers.
Donc les scénarios indésirables au niveau du maritime, ça va être les échouements ou les échouages, les naufrages, les collisions, que ce soit entre deux navires ou entre un navire et une structure fixe. Ça va être aussi les incendies ou les évacuations sanitaires. On peut en trouver encore d'autres. Ensuite, il va falloir déterminer quelles sont les conséquences de ces scénarios indésirables. Donc, les conséquences sur la santé, sur la propriété, les conséquences économiques, juridiques, personnelles, environnementales, également les conséquences sur la réputation d'une zone ou même d'un pays. Donc, on voit qu'on va identifier les dangers, élaborer les scénarios indésirables qui sont liés à ces dangers et évaluer les conséquences à plus ou moins long terme de ces scénarios, ce qui va nous permettre en fait d'évaluer le risque. Comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, le risque, c'est le facteur de la probabilité et de la conséquence, c'est-à-dire la probabilité donc qu'une conséquence puisse avoir lieu suite à un événement indésirable. Les critères de probabilité, il y en a qui vous sont proposés par l'AISM, critères de probabilité et de conséquence. Mais par contre, il appartient à chaque autorité compétente de déterminer les critères les plus appropriés par rapport à la situation étudiée. Les critères de probabilité, ils vont aller de 1 à 5. Donc, on va voir très rare, rare, occasionnel, fréquent et très fréquent. Les critères de conséquence vont également aller de 1 à 5. Donc, insignifiant, mineur, grave, majeur et désastreux. Et du coup, ces critères, donc on a dit que c'était le facteur probabilité fois conséquence, vont nous donner un indice de risque qui va aller de 1 à 25. Quand on est de 1 à 4, on va considérer qu'on est avec un risque acceptable, donc niveau alarpe. Et puis, plus on va monter, on va arriver donc entre 5 et 8 à des risques modérés, donc où il va falloir mettre en place donc des mesures de contrôle de risque pour réduire le risque à un niveau acceptable. Niveau orange, donc de 9 à 12, ce sont des risques qui sont élevés, où il va falloir mettre en place des mesures de contrôle de risque quand même assez conséquentes, avec souvent un financement significatif derrière. Et puis rouge, on est dans un niveau de risque qui est inacceptable, où il va falloir mettre des mesures en place immédiatement avec des financements conséquents. Et puis, ça peut engendrer donc des fermetures de voies de navigation ou même des fermetures de ports pour arriver rapidement à un niveau de risque raisonnable. Donc, les différentes possibilités de contrôle de risque, mettre en place des formations pour le personnel, renforcer ou mettre en place de nouvelles réglementations, renforcer les données bathymétriques, les données météorologiques, renforcer les aides à la navigation maritime, améliorer les systèmes de communication, mettre en place des gestions d'organisation du trafic maritime ou des VTS. Voilà, vous avez plusieurs moyens de mesure de contrôle de risque. Voilà pour la présentation de la méthode d'analyse de risque SIRA. Donc, si vous avez des questions maintenant. J'arrête, mon micro est toujours coupé. Si, décidément. Merci Gaël pour cette très intéressante seconde présentation qui rentre dans le détail de l'outil SIRA, pour lequel vous avez assuré des formations en France ces 3 dernières années et auxquelles ont pu participer des représentants de pays africains. On peut citer le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Madagascar et le Maroc. Et donc, je vous propose maintenant de passer à la session numéro 6 du webinaire, consacrée à une présentation délivrée par Madame Gérardine Delannoy, qui est depuis 2012 la responsable du renforcement des capacités et des ressources à l'Académie mondiale de l'AISM. Experte en gestion des aides à la navigation et des services de trafic maritime, elle a occupé le poste d'opératrice VTS et de gestionnaire du centre de formation sur la simulation VTS du VTS de l'ESCO, structure créée dans le cadre d'un accord international entre la Belgique et les Pays-Bas. Gérardine, merci d'afficher votre présentation qui porte sur l'analyse des risques pour la fourniture des aides à navigation et en particulier sur des exemples de mise en œuvre de SIRA.
Merci Jacques. Vous pouvez confirmer que vous voyez la présentation? Oui, merci. On voit la première diapositive. On est revenu à votre image, Géraldine. Ah, mais c'est pas important. Merci, bonjour à tout le monde. Consciente du temps limité pour le webinaire et tout protocole à observer, un bref mais sincère mot de bienvenue à tous les participants. Merci de suivre le deuxième webinaire francophone de l'Académie mondiale de l'AISM. Je vais d'abord décrire un peu l'organisation et les missions de l'Académie car cela explique pourquoi l'Académie est impliquée dans un projet aussi spécifique que celui de Mogadiscio en Somalie. L'AISM a deux objectifs principaux. Le premier est de développer et d'harmoniser les aides à navigation pour un système unifié à travers le monde. L'objectif 2 est que tous les États côtiers ayant contribué à un réseau mondial durable et efficace d'aide à la navigation maritime grâce au renforcement des capacités et au partage d'expertise avec des membres comme avec des non-membres. L'Académie mondiale vise particulièrement cet objectif. L'Académie vise à garantir que tous les États côtiers peuvent remplir les obligations liées aux aides à la navigation qui leur sont imposées dans le chapitre 5 de SOLAS et que tous les États côtiers peuvent revendiquer la conformité aux normes pertinentes de l'AISM, particulièrement règles 12 et 13 du chapitre 5. Et on fait ça par trois moyens. Déclarer, de sensibiliser les décideurs de haut niveau à leurs obligations internationales en matière de sécurité de navigation, d'éduquer, d'offrir une série d'opportunités pertinentes d'éducation et de formation au plus grand nombre et de s'engager, poursuivre des activités de renforcement des capacités sur le long terme avec les États côtiers et fournir des conseils sur la façon de surmonter les défis. Je vous présente ici le personnel permanent de l'Académie dont vous avez déjà rencontré le doyen, M. Eriksson. Moi-même, je suis responsable du renforcement des capacités et des ressources. Mon travail principal est donc de mener des missions techniques et d'organiser des événements de sensibilisation à travers le monde. Mon collègue, M. Kevin Gregory, est responsable de tout ce qui relève de la formation. Nous travaillons également avec des consultants et les deux consultants francophones qui nous assistent en Afrique sont présents dans ce webinaire, M. Machar et M. Fontan. Et notre travail est basé sur les documents techniques élaborés par les comités techniques de l'AISM et par exemple, Mme Nassif participe activement à ces comités. Maintenant, les détails du projet Mogadiscio en Somalie. L'Académie a parrainé 3 formations de gestionnaires d'aide à la navigation niveau 1. Monsieur Sido Sheikh Ali Nour, qui travaille pour le ministère des Ports et du Transport maritime comme directeur du département d'ingénierie technique et des services de phare, était un des participants et il est aussi notre point de contact. Monsieur Sido s'était lui-même chargé de coordonner la restauration du phare de Fort Sheikh à Mogadiscio en 2019. Et comme vous pouvez le voir, l'opération a été un vrai succès. À ce moment-là, l'Académie s'était déjà engagée pour donner des conseils techniques. En même temps, l'Académie avait préparé une mission d'évaluation en Somalie pour 2020. En effet, une réunion avait lieu lors de l'Assemblée de l'OMI avec Madame Marianne
Awais, ministre somalien des Ports et du Transport maritime, et le secrétaire général de l'AISM, M. Francis Zakaria, pour discuter les détails. Et en raison de Covid, cette mission n'a pas encore eu lieu. Suite au succès de la restauration du phare, M. Sido a demandé si l'AISM pouvait fournir une spécification pour de nouvelles aides à navigation à Mogadiscio. Et la réponse positive précisait que l'Académie formerait les Somaliens à le faire eux-mêmes sur la base d'une formation à l'évaluation des risques. On a choisi la méthode SIRA car il n'y a pas de données AIS disponibles à partir d'une station basée à terre, nécessaire pour, par exemple, l'outil IRAP. Et comme il n'y a qu'un groupe limité de parties prenantes, il était évident que SIRA était un meilleur choix par rapport à PAUSA ou IRAP. Le processus SIRA a déjà été bien expliqué dans les présentations précédentes, alors je vais vous montrer à l'aide d'exemples comment nous avons conduit à Mogadiscio. D'abord, on a sélectionné la voie navigable à analyser, et puis on a défini les zones à évaluer et décrit chacune d'elles. La décision de la diviser en deux zones distinctes est basée sur le fait que ces caractéristiques varient trop pour pouvoir la considérer comme une seule zone. Par exemple, il y a une différence considérable entre zone 1 et zone 2 du fait des conditions environnementales, comme des forts courants en pleine mer, ou une distinction de type de trafic, par exemple des pêcheurs le long de la côte, mais qui n'entrent pas dans la zone portuaire. Il y a aussi une grande différence de complexité de la route suivie entre les zones 1 et 2. L'étape suivante consistait à identifier les risques présents au sein de chaque zone et élaborer des scénarios associés. Sans entrer trop dans les détails, sur la base des scénarios d'échouement ou de collision de navires de commerce et de pêche, cela a donné un manque d'aide à navigation correctement implantée, absente ou hors de service. Faible préparation de la traversée par l'équipe à bord. Mauvaise appréciation de la situation. Veille insuffisante, gestion de trafic minimaliste, courant portant au nord-est, mauvaise appréciation de la situation par les navires de pêche, mauvaise détection d'un navire de pêche. Et finalement, en parlant avec les parties prenantes, on se demandait si la position de prise de pilote était correcte. Sur la carte ici, elle est repérée comme hasard 281. Pour répondre à cette question, ils ont fait venir un pilote et il a confirmé que sa position réelle était à l'est de l'axe d'approche et, selon les conditions météorologiques, plus au large. Les principales mesures actuelles de maîtrise des risques consistant à autoriser les manœuvres en journée uniquement et avec pilote à bord. En effet, l'alignement lumineux n'est plus actif et les autres balisages portés aussi sur les cartes ne sont pas en place, sauf le phare Fort Sheikh. Avec cette information, on a évalué la probabilité et l'impact de chaque scénario et identifié les options possibles pour contrôler les risques et les classer par ordre de priorité. Sans entrer trop dans les détails, un résumé des options de contrôle des risques basés sur des scénarios de collision ou d'échouement.
implantation d'aide à navigation flottant appropriée, réétablissement d'aide à navigation pour marquer l'approche de Mogadiscio, un dispositif de marque latérale, feu d'entrée de port et alignement pourrait baliser la zone d'approche pour fournir une forme de gestion passive du trafic. Informer les navires de commerce qu'ils peuvent croiser des caboteurs locaux et des navires de pêche. Restreindre l'accès du caboteurs locaux et des navires de pêche à la zone d'approche. Sensibiliser davantage les caboteurs locaux et navires de pêche au mouvement des navires de commerce. Déplacer le repère de prise de pilote, revoir la taille de la zone de mouillage et finalement mettre les cartes en jour. Sur cette diapositive, vous pouvez voir le dernier plan de déploiement d'aide à navigation convenu. Je vais simplement revenir aux diapositives précédentes pour vous montrer que au cours des réunions avec les parties prenantes, le plan a changé plusieurs reprises. Par exemple, on a pris en compte non seulement l'investissement initial, mais aussi le coût potentiel des aides à navigation tout au long de leur durée de la vie prévue. Mais la principale conclusion de cet exercice est que le port de Mogadiscio sera plus attractif sur le plan commercial puisque les navires pourront désormais entrer et sortir jour et nuit et avec moins de risques. Le gouvernement somalien est très conscient de ses obligations internationales et a donc accordé à ce projet une haute priorité. Au sein de l'Académie, nous sommes très fiers d'y avoir contribué. Merci beaucoup et je passe la parole à Monsieur Manchard. Merci aux trois intervenants. Vous avez très bien géré le temps qui vous était imparti et merci en particulier à Gérardine pour cette très intéressante présentation qui met en valeur les bénéfices qui peuvent être tirés de l'utilisation des outils développés par l'AISM. Je pense que, comme moi, les participants à ce webinaire sont impressionnés par tout ce qui a pu être mis en œuvre. Je passe la parole à Jean-Luc Fontan pour la conduite de la session numéro 7 qui est consacrée aux questions posées sur le forum de discussion ou qui peuvent faire l'objet d'une main levée. Merci de bien vouloir envoyer vos questions aux intervenants en utilisant en particulier ce forum et Jean-Luc Fontan gérera les prises de parole. Merci Jean-Luc, c'est à toi. Oui, rebonjour messieurs, dames. Je vous attends sur le fil de conversation de la réunion pour que vous puissiez poser vos questions. Je rappelle également qu'il est possible d'intervenir en direct en levant la main électronique et à ce moment-là, il vous sera donné la parole. Vous pourrez activer votre caméra et votre micro pour poser la question à l'interlocuteur que vous souhaitez entendre. Pour l'instant, je ne vois pas de questions posées sur le chat, sur le forum de discussion, ni de main levée. Les exposés étaient tellement clairs et précis que toutes les questions ont trouvé leur réponse. Ah, Nous avons une question.
de la part de Mehdi Natiam. Mehdi Natiam, vous avez la parole. Bonjour à tous, je suis ravie de participer en tant qu'invité à ce webinaire qui est excellent jusqu'à présent, comme l'a souligné Monsieur Monchard. Et je pense que c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas de questions à l'heure actuelle. Moi, j'en ai une par rapport quand même à l'exposé que je viens d'entendre, par rapport à la question somalienne et surtout à l'avancée des travaux. J'aurais bien aimé savoir, en fait, combien de temps a duré l'évaluation pour arriver à ces propositions d'Athènes. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Mehdi Natiam. Gérardine, est-il possible de répondre, s'il vous plaît? Jean-Luc, je ne suis pas sûre que j'ai bien compris, mais c'est environ de savoir combien de temps que ça va prendre pour l'implémentation du aide à navigation? C'est pour l'ensemble du processus d'évaluation, quelle est la durée des différentes étapes qui ont mené depuis le tout début jusqu'au niveau auquel on est arrivé maintenant à Mogadiscio. Ah oui, donc spécifiquement pour Mogadiscio, le processus de CIRA nous a pris plus de temps parce qu'on a choisi de se rencontrer toutes les semaines une fois. Mais normalement, quand tu fais un CIRA, tu peux faire ça. Quand tu as déjà fait votre préparation, tu peux faire ça dans un jour. Donc, quand tu as bien préparé, tu as déjà des résultats dans un jour. Donc, le processus de CIRA, ça peut aller très vite quand tu as tous les dates après. Et après, on a choisi de aussi faire une formation d'achat d'aide à navigation qui est spécifiquement pour Mogadiscio. Donc, nous sommes en route avec cette formation maintenant. Et après, le port de Mogadiscio aura lui-même spécifié les spécifications pour acheter les aides à navigation. Et nous ne sommes pas beaucoup engagés parce que c'est pas notre rôle, mais je crois, j'espère que ils vont acheter les aides à navigation cette année, je pense. Mais peut-être, Jean-Luc, vous avez encore aussi un peu d'informations ou quelque chose à dire parce que vous étiez là quand on a fait le CIRA. Donc, peut-être que vous avez aussi un peu d'informations. Merci. Oui, j'ajouterais juste que le processus a été fait méthodiquement, étant donné qu'il n'y a pas eu de période de préparation. En fait, le processus a été mené en même temps que la formation des personnels sur place, ce qui fait que ça s'est étalé sur plusieurs mois, qu'il a fallu procéder par ordre et en recueillant le maximum de données au fur et à mesure. Mais effectivement, le résultat est là maintenant et la Somalie est arrivée au début du processus d'acquisition et de choix du matériel avec la mise au point des cahiers des charges. Jean-Luc, je vois encore un main. Oui, Madame Nisrine Lazare du Maroc a demandé la parole.
Oui, bonjour, Monsieur Monchard. Donc, bonjour, Monsieur Monchard. Je me présente, je suis Safa Aliazizi, chargée de la division sécurité, sûreté et développement durable au sein de la direction des ports. Je pose une question aux participants et aux intervenants. Comme le Maroc a déjà mis en place un système d'information géographique qui comporte actuellement le réseau des ports et le réseau des aides à la navigation, je me demande comment on peut mettre en place cette thématique de gestion des risques et travailler avec adopter cet outil. Donc voilà, comment on peut adopter cet outil pour la gestion des risques et comment il peut contribuer à la gestion des risques vu qu'on a déjà l'ensemble du réseau mis en place au sein de ce système d'information géographique. Merci. Oui, alors je vais faire une première réponse. L'outil CIRA est l'outil qui permet de se former en un laps de temps très court, hein, une formation CIRA telle qu'elle est dispensée en France par Gaël Nassif, qui a participé au webinaire, dure 2 jours. Cela nécessite peu de données, mais par contre, c'est un outil qui est donc accessible à tous en termes de facilité de compréhension et de mise en œuvre. Après, si les données sont disponibles et des données détaillées, si les parties prenantes sont nombreuses et prêtes à participer à l'élaboration du processus d'analyse des risques, à ce moment-là, il peut être fait ce qui a été proposé dans une diapo, c'est-à-dire de mettre en œuvre les autres outils proposés par l'AISM, qui sont l'outil IRAP, qui permet d'exploiter toutes les données AIS et donc de quantifier les risques, de le compléter avec l'outil PAUSA, qui lui est un outil qualitatif qui va permettre de mieux rassembler l'ensemble des parties prenantes, surtout quand elles sont nombreuses, autour d'une table pour définir les meilleures solutions. Et en plus de compléter l'utilisation de ces outils par des simulations. Mais ces outils nécessitent des formations particulières pour être bien mis en œuvre et bien exploités. Et ces formations sont un peu plus longues que pour CIRA. Merci Jean-Luc. Et peut-être ça sera une idée parce que Maroc fait déjà du formation pour aide à navigation niveau 1 gestionnaire. Peut-être on peut aussi ajouter du formation en les outils de risque. Et maintenant, on a déjà toutes les formations pour les outils de risque prêts en langue anglaise. Mais ensemble, je suis bien sûre qu'on peut faire les translations et aussi éduquer l'équipe en Maroc pour finalement avoir cette formation pour l'Afrique en langue française. Donc, je suis bien sûre on va trouver une solution que tout le monde est heureuse et avec la bonne coopération qu'on a maintenant, on va trouver une solution qu'on peut vous aider et peut-être que Maroc va aider le monde francophone. Merci beaucoup. Bien, je vois qu'il est 16 heures et que nous approchons de la fin officielle du webinaire. Je vais donc repasser la parole à Jacques Manchard en insistant sur le fait que, au-delà, une fois le webinaire clos, eh bien, il sera possible de continuer le système de questions-réponses
hors enregistrement, mais nous restons à votre disposition pour répondre à toutes les questions et donner toutes les informations qui vous seront nécessaires. Jacques, c'est à toi. Merci à Jean-Luc. Oui, le temps défile très très vite et comme vient de le rappeler Jean-Luc, comme pour les webinaires précédents, après la clôture de ce webinaire Points cardinaux numéro 2, il sera toujours possible d'échanger en vidéo et sur le forum de discussion sur lequel vous pourrez nous faire parvenir vos commentaires et les questions qui peuvent être posées en oral ou sur le chat. Pour information, seul le webinaire est lui-même enregistré et il sera disponible sur YouTube Ayala, comme le sont tous ceux organisés par l'AISM. Donc, je voulais remercier les participants pour les questions qui ont déjà été posées aux intervenants. Et nous arrivons maintenant à la dernière session du webinaire. Et je passe donc la parole à M. Omar Fritz Eriksson, doyen de l'Académie mondiale de l'AISM et secrétaire général adjoint de l'AISM, et à Mme Gérardine Delannoy, responsable du renforcement des capacités et des ressources pour la clôture du webinaire et des informations pour les suites qui sont envisagées. C'est à vous. Merci. Omar, the floor is yours. OK, merci beaucoup. Thank you very much. En nom de l'AISM, permettez-moi de vous remercier, mesdames, messieurs, pour votre participation à ce second webinaire Points cardinaux. J'ai adressé également mes remerciements aux intervenants et à l'équipe de l'AISM, et en particulier à Isabelle Brack et Audrey Bouinard. Thank you very much for your assistance. Merci. Ainsi que Jean-Luc Fontaine et Jacques Manchon, je les encourage à organiser les webinaires souvent à intervalles réguliers, s'il vous plaît. Merci à tous pour votre participation. Nous espérons vous revoir bientôt. Merci. Gérardine, si vous voulez prendre la parole, merci. Mesdames, Messieurs, je suis heureux de profiter de l'occasion qui m'est donnée pour vous inviter à partager avec nos objectifs, actions, projets, documents, car nous sommes tous acteurs de la même communauté et il est bien difficile pour un pays s'agir seul. Visitez régulièrement le site internet de l'AISM pour être tenu informé et n'hésitez pas à nous contacter si nécessaire. Merci beaucoup. Eh bien, merci Omar, merci Gérardine, merci Monsieur le Ministre et les autres intervenants, Jean-Luc Fontan, Gaël Nassif et Gérardine pour vos interventions. Merci pour l'ensemble des autres participants du webinaire pour l'intérêt que vous avez éprouvé. Nous avons été plus de 65 participants et donc je vous invite, si vous le souhaitez, à rester en ligne avec nous pour continuer les échanges et je déclare donc le webinaire clos. Merci beaucoup.